Qui a été le premier humain à voyager et surtout pourquoi? On va tenter de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, alors installe-toi bien confortablement et laisse-toi emporter dans une nouvelle aventure. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi si tu nous découvres. Sur cette chaîne, on parle de voyage, mais plus particulièrement de voyage responsable. Donc si tu veux apprendre à voyager mieux, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, mais également à nos réseaux sociaux que tu retrouveras dans la barre d'infos. Aujourd'hui, on fait un bond dans le temps puisqu'on va parler de l'histoire du voyage. Quand je parlais de bond dans le temps, je plaisantais absolument pas, puisqu'on pourrait dire que le voyage remonte aux origines de l'humanité. Et ça, on le sait, parce que les premières traces de l'humanité ont été retrouvées en Afrique. C'est sur ce continent qu'il y a plus de 10 millions d'années, l'Homo erectus s'est développé et a commencé à créer les premières communautés de l'humanité. Mais alors, comment nos ancêtres ont-ils pu se retrouver en Europe, en Amérique ou encore en Asie? Et bien pour ça, il faut attendre un peu plus de 8 millions d'années, lorsque l'Homo erectus décide de partir du continent africain. Pour la première fois, l'homme traverse les continents, et ça, c'est le voyage le plus ancien que l'on peut noter, mais ce ne sera pas le dernier. L'Homo sapiens, notre ancêtre direct, quitte l'Afrique pour la première fois il y a plus de 100 000 ans. Au-delà de ces grandes migrations, le voyage c'était surtout le mode de vie principal au Paléolithique. Et oui, à l'époque l'homme était nomade. Ça veut dire que les tribus de chasseurs-cueilleurs se déplaçaient assez souvent, en fonction des saisons, surtout pour des raisons de survie. Mais ces déplacements, ils pouvaient être énormes. Des scientifiques ont tenté d'étudier les déplacements de ces communautés à travers l'analyse de coquillages ou de silex, et ils en sont arrivés à une conclusion assez impressionnante. Au Paléolithique supérieur, donc 38 000 à 10 000 ans avant notre ère, l'homme pouvait parcourir plus d'une centaine de kilomètres, évidemment sans aucun moyen de transport autre que la marche. C'est comme si toi, demain, tu décidais de partir pour fuir le froid de l'hiver de Paris à Orléans pendant 3 à 4 jours, sans réserve de nourriture, sans eau, sans temps, sans rien. Et personnellement, je trouve ça assez impressionnant, limite inspirant. Mais il faut attendre la période du néolithique, donc entre 6000 et 2200 ans avant notre ère, pour que l'homme décide de se poser et donc de devenir sédentaire. Bref, je pense que vous l'avez tous compris, l'homme a toujours voyagé. Mais à cette époque, c'était plus pour des questions de survie que de conquête ou de découverte. Petit à petit, l'écriture apparaît, l'agriculture et les communautés se développent, tout comme la curiosité de l'être humain. On arrive donc à l'époque antique, on est en moins 3000 avant notre ère, et à cette époque, que ce soit en Grèce ou en Égypte, les empires et royaumes mettent en place les premières expéditions militaires, notamment grâce au développement des bateaux qui sont omniprésents dans les cultures égyptiennes et grecques, notamment grâce à l'omniprésence du Nil et de la Méditerranée. Donc l'Égypte, elle va mettre en place une conquête autour du Nil vers la Nubie ou encore la Libye, et la Grèce, de son côté, elle part à la découverte de la Crète ou encore de l'Égée, puis dans la Méditerranée et la mer Noire. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les conquêtes, de toutes les civilisations antiques qui a existé, mais il faut se rendre compte que le voyage à cette époque, c'est quelque chose d'énorme. Tout le monde s'y met, surtout en Méditerranée. Les Perses s'y mettent, donc on l'a dit, l'Égypte et la Grèce. Et petit à petit, on va arriver à un petit nouveau, c'est l'Empire romain, qui vont aller encore plus loin avec une conquête massive de tout le bassin méditerranéen et de l'Europe occidentale. Donc ça va de la Grande-Bretagne à la Jordanie actuelle. En 3000 ans, le bateau et le voyage sont donc devenus un moyen non pas de survivre, mais d'imposer son pouvoir et de conquérir de nouvelles terres. Donc cela se développera au-delà de l'Europe évidemment, comme avec l'Asie et l'Empire chinois, ou encore avec l'apparition des Vikings dans les pays nordiques et leur fameux drakkar. Le voyage prend aussi bientôt un aspect plus lyrique et poétique avec l'apparition des premiers récits de voyage, qu'ils soient fictifs ou réels. On peut par exemple citer évidemment l'Odyssée d'Homère et les très célèbres mémoires de Jules César qui retracent toutes ces expéditions et conquêtes. Donc ça, c'est pour les conquêtes militaires. Mais avec l'arrivée des religions monothéistes et du Moyen-Âge, on voit aussi se développer des conquêtes religieuses avec le développement des croisades. Et là, on arrive à des voyages très longs,
très lointain avec pour seul objectif la diffusion d'une foi unique. Au-delà des conquêtes, qu'elles soient religieuses ou militaires, la navigation et le voyage plus généralement, c'est aussi utilisé pour le commerce. Et ça, on l'a pas perdu puisqu'aujourd'hui, on fait encore beaucoup de commerce de port en port. On voit beaucoup ça donc au Moyen-Âge, grâce aux routes vers l'Orient qui se développent ou encore les grandes foires commerciales où tous les commerçants vont se déplacer dans toute l'Europe pour vendre des produits en tout genre. La prochaine grande évolution que l'on notera va arriver au XVe siècle où pour la première fois, des gens iront à la découverte de l'inconnu. 1492. Une date qu'on nous a répétée en boucle à l'école. Christophe Colomb, pensant rejoindre les Indes, débarque aux Amériques. Ce voyage marque le début d'un passage de l'histoire que l'on nommera les grandes découvertes. Alors même si on pourrait penser que ces voyages se sont développés par pure curiosité, c'est pas le cas. De base, on a décidé d'aller sur ces terres vierges pour diffuser encore une fois cette foi unique et pour également développer le commerce d'épices et d'autres richesses. Donc on pourrait se dire que c'est pas vraiment une révolution par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. En fait si, parce qu'on n'a plus du tout la même vision de la Terre. On sait à présent que c'est une sphère et pas un territoire plat et circulaire. En plus, on développe de plus en plus d'outils de navigation comme la boussole ou l'astrolabe. Donc c'est beaucoup plus simple de naviguer jusqu'à l'autre bout du monde. Donc c'est à cette époque que la route des Indes sera ouverte et fortement développée et où encore on fera le tour du monde pour la première fois. C'est à Magellan et son équipe que l'on attribue ce premier exploit en 1519. Et très vite, on jugera ce voyage comme le plus grand et le plus influent des voyages en mer jamais entrepris. C'est avec 5 navires qu'il se dirige vers l'ouest pour tenter d'ouvrir une nouvelle route des Indes, traversant l'Amérique latine. C'est au cours de ce voyage notamment qu'il découvrira un passage un peu plus étroit qui aujourd'hui portera son nom, le détroit de Magellan. Ça a été un voyage extrêmement dangereux que beaucoup considéraient comme une mission suicide, mais Magellan était déterminé. Il a dû faire face à des famines, mais également à des mutineries de son équipage, jusqu'à en mourir en 1521. Bon, après, il n'est pas mort à cause du voyage, mais à cause d'une guerre qu'il a lancée avec des tribus des Philippines à qui il voulait imposer le christianisme. C'est donc en 1522, 4 ans plus tard, que le voyage prit fin. Au total, c'est près de 100 000 km qui seront parcourus et on estime que 80% de l'équipage initial serait mort sur le navire. Donc ce voyage, aussi fou qu'il puisse paraître, aura au moins permis de prouver que le tour du monde envoyé était possible et cela permettra de développer considérablement non seulement le colonialisme, mais également la mondialisation. Et évidemment, c'est pas tout. En Europe, on continue d'énormément voyager, notamment entre penseurs. C'est à cette époque qu'est né un concept encore d'actualité, le voyage d'échange. Les fameux Erasmus tirent leur nom d'Erasme, le prince des humanistes. D'ailleurs, petit moment pub, je ne sais pas si tu le savais, mais ATR est le chef de file d'un projet Erasmus+, sur le voyage bas carbone, donc je t'invite à le découvrir. Toutes les informations sont en barre d'infos. La recherche de nouvelles sources bibliques, mais également de mécènes et plus tard ses éducations personnelles, l'entraîneront dans un voyage dans toute l'Europe qui lui permettront de créer des liens avec de nouvelles personnes, des amis, et de créer une véritable communauté de penseurs. Alors que les voyages se multiplient autant que les colonies, des penseurs du siècle des Lumières vont dénoncer à travers des récits imaginaires ou non l'esclavagisme issu des voyages. C'est le cas notamment de Voltaire dans Candide. Ce récit retrace le voyage d'un jeune homme un peu simplet qui fera le tour du monde à la recherche de la sagesse. Et c'est dans ce récit que l'on trouve la description exceptionnelle d'un territoire imaginaire, l'Eldorado. Donc si vous recherchez un récit de voyage un peu original, qui est pourtant un classique, je vous conseille fortement Candide. On arrive donc au XVIIIe siècle. On commence peu à peu à voir apparaître le voyage de loisirs. Évidemment, pour les élites, vous vous doutez bien que le peuple avait d'autres soucis comme la famine et les maladies. Donc c'est à cette époque souvent que l'on date la naissance du tourisme avec le fameux Grand Tour. Alors c'est quoi ce Grand Tour? C'est des jeunes aristocrates anglais qui partent à travers l'Europe découvrir des ruines antiques et des vestiges de cette époque pour à leur retour avoir des conversations plus cultivées entre eux et en société. C'est une sorte de voyage initiatique qui a été énormément documenté par des croquis et des récits de voyage. Et c'est donc à cette époque que pour la première fois, on parle des touristes qui sont des voyageurs qui ne parcourent le pays étranger que par curiosité et désœuvrement. Et se dit surtout des voyageurs anglais en France, en Suisse et en Italie. Cette fascination pour l'Antiquité, elle va suivre encore longtemps l'histoire du voyage,
puisqu'au 19e siècle, la France et l'Angleterre vont enchaîner les expéditions en Égypte pour ramener dans leur pays des trésors antiques comme la fameuse pierre de Rosette ou l'obélisque de la place de la Concorde de Paris. Au 19e siècle, c'est aussi le développement industriel des villes et on voit apparaître un tout nouveau moyen de transport, le train. Donc jusqu'ici, le voyage était vu comme quelque chose de très dangereux et de très peu confortable. Mais avec ce train, on va rendre ce moment beaucoup plus agréable. Et c'est ainsi que naît la première agence de voyage en 1841, Thomas Cook. C'est également à ce moment-là que le mot tourisme entre dans le dictionnaire, que les premiers guides touristiques sont écrits, que les premières affiches touristiques sont créées. Bref, le tourisme est officiellement né et s'apprête à vivre une série de révolutions de plus en plus rapidement. Bon, le XXe siècle, il n'a pas commencé hyper bien, parce que les premiers voyages que l'on note, c'est les guerres. Parce que oui, ce sont des voyages, comme ça l'est depuis des centaines d'années. Mais c'est pas ça dont on va parler ici. 1936, c'est sûrement la date la plus importante du monde du tourisme. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on instaure des congés payés. Pour la première fois, les travailleurs ont un temps dédié aux loisirs. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais jusqu'alors, le voyage il était réservé à une élite, à ceux qui avaient le temps et donc l'argent de se dire « Et tiens, si je partais faire un voyage qui peut me coûter ma vie ?» Maintenant, tout le monde a un moment dans son année où il peut partir. Alors même si au départ, la plupart de ces travailleurs utilisaient ces congés payés pour rendre visite à leur famille en France, c'est le début de l'ascension du tourisme. Et ça s'accélère considérablement durant les 30 glorieuses après la guerre. On découvre le plaisir d'aller à la mer, on construit des autoroutes, notamment l'autoroute du Soleil, et malgré le choc pétrolier des années 70, les premières compagnies aériennes low cost vont voir le jour aux États-Unis, puis vont être importées en Europe en 1991 avec la création de Ryanair. Bref, on va plus loin, plus rapidement, et on paye beaucoup moins, et en plus de ça, on a davantage de temps à consacrer à nos loisirs et au voyage. Les années 2000 ne vont qu'accentuer ce phénomène avec l'arrivée d'Internet. Cela simplifie encore plus l'achat de produits touristiques et l'accès à l'information. C'est aussi l'arrivée de nouvelles clientèles, notamment les clientèles de Chine et d'Inde. Et malgré un petit coup de mou en 2001 à cause des attentats, les chiffres de vente touristique ne cessent d'augmenter très très vite. Voyager devient un marqueur de réussite sociale pour tout le monde. En 2019, on atteint des chiffres records avec 4,5 milliards de passagers transportés par les compagnies aériennes. Donc ce chiffre-là, il compte même pas les voyageurs qui se déplacent en voiture dans leur propre pays, donc les voyages internes, ou les voyageurs qui se déplacent en train ou par bateau, etc. Donc seulement en avion, 4,5 milliards de passagers. On pensait ne plus pouvoir s'arrêter, et pourtant, en mars 2020, tout s'arrête. L'heure est grave pour le secteur du tourisme. Au Maroc, l'industrie touristique est totalement à l'arrêt depuis la mi-mars. Une plage déserte, des restaurants fermés, une chose est certaine à la Grande Motte, on se souviendra du début des vacances de printemps 2020. Le monde entier s'arrête, les avions ne volent plus, on se retrouve chez soi, les populations locales dépendantes du tourisme n'ont plus suffisamment de ressources, le tourisme connaît sa plus grande crise. Et cette crise, elle dure longtemps. Donc on voit se développer de nouvelles formes de tourisme, parce que c'est ça la magie de ce secteur, tout se transforme continuellement. Par exemple, on voit l'apparition des micro-aventures. En réalité, elles existaient déjà, mais c'était une niche. Et aujourd'hui, puisqu'on ne pouvait plus vraiment partir loin, longtemps, etc., ça se développe énormément. C'est lié aussi au tourisme de proximité qui explose, notamment durant l'année 2020 et 2021, à tel point que les sites touristiques français ne parviennent pas à gérer les flux et sont obligés de mettre en place des quotas et des systèmes de réservation. Beaucoup espèrent que cette tendance perdure après la réouverture des frontières internationales. Mais on observe un phénomène inverse. Le nombre de voyages internationaux explose. On dépasse même le chiffre de 2019. Pourtant, le signal d'alarme de la planète sonne très fort, partout dans le monde. Il est plus qu'urgent d'agir. Alors que certains renoncent à l'avion, d'autres multiplient leurs voyages en Inde.
On l'a vu, le voyage est plus que naturel chez l'être humain. Mais aujourd'hui, il n'est plus raisonnable de voyager comme on l'a fait jusqu'en 2019. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus voyager, que ce soit à l'autre bout du monde ou à côté de chez soi. Parce que oui, si je t'ai raconté tout ça, c'est pas pour rien. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de se retourner vers des méthodes de voyage qui se rapprochent davantage des habitudes qu'avaient nos ancêtres. Voyager plus longtemps et donc moins souvent. Redécouvrir la beauté de la proximité, la féerie du train, de la marche, du vélo. Parce qu'on va pas se mentir, les plus beaux récits de voyage, ce sont ceux qui nous amènent à l'aventure. Ça tombe bien, Agir pour un tourisme responsable, c'est nous. On veut promouvoir ce type de voyage. Et on te donne plein d'acteurs engagés et plein de bons conseils sur notre site et nos réseaux sociaux, plus tard sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, en tout cas, on a pris un plaisir énorme à l'écrire et on pense que c'est un bon moyen de commencer cette chaîne parce que ça vous donne une image d'ensemble du voyage et ça peut vous permettre de mieux comprendre comment on en est arrivé ici. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à nous donner vos conseils et surtout débattre de l'avenir du tourisme. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!